125 appareils mobilisés, des douzaines de ravitaillements en vol et tous les coups au but pour les bombardiers. Satisfecit général du gouvernement. Salut très chers internautes, nous sommes très contents de vous retrouver sur cette plateforme Faire la politique autrement. La particularité de votre plateforme ici, c'est qu'elle décrypte, analyse la politique en toute transparence et impartialité. Et aujourd'hui, nous allons décrypter et analyser l'actualité politique qui est l'entrée en force, l'entrée fracassante de l'US Force, l'armée américaine, hier, à travers des frappes chirurgicales effectuées sur l'Iran, les différents sites nucléaires iraniens, mais aussi ses conséquences sur la suite, je dis bien sur la suite de la guerre actuelle entre Israël et l'Iran. Restons connectés, nous allons décrypter ensemble. Alors, bienvenue très chers internautes. Alors, nous vous avions déjà dit lors de notre vidéo précédente, ça n'était que question des heures, des jours, sinon des semaines. L'armée américaine rentrerait très probablement en guerre pour soutenir l'Israël. Et alors que Donald Trump nous avait demandé de patienter pendant 2 semaines, alors que c'est pour que ce dernier mène sa réflexion jusqu'au bout, il a fallu quelques jours. Le conflit israélo-iranien a commencé le 13 juin et hier, le 21 juin même, l'armée Donald Trump a donné un aval à l'armée américaine d'effectuer des frappes sur un certain nombre de sites stratégiques iraniens. Nous pouvons dire que l'armée américaine a cédé aux demandes récurrentes, pressantes de Netanyahou pour effectivement frapper, pour venir en aide à l'armée israélienne sur un certain nombre des opérations que cette dernière ne pouvait pas effectuer. Ces opérations qui étaient très complexes, qui nécessitaient un type de matériel, un type des avions que l'Israël ne pouvait pas effectuer. Alors, quel était le but de ces attaques? Le but de ces attaques, principalement, c'était de réduire, anéantir, affaiblir les sites stratégiques iraniens qui avaient la capacité d'enrichir, qui pouvaient enrichir l'uranium jusqu'à un peu à plus de 80% et de permettre cet État d'avoir en possession l'arme nucléaire, tant redoutée par l'Israël, son pire ennemi, mais aussi de l'Arabie Saoudite. Mais nous allons rester sur Israël. L'Israël redoute que l'Iran puisse posséder l'arme nucléaire parce que pour l'Israël, c'est une menace existentielle. Et lorsque l'Israël parle d'une menace existentielle, ça mobilise toute la communauté internationale parce que l'existence de l'État Israël dans la configuration géographique actuelle est un produit de l'après-deuxième guerre mondiale. C'est un produit des conséquences de l'extermination, du génocide des Juifs par Hitler, par le régime d'Hitler. Donc c'était à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale que toutes les puissances du monde avaient décidé de trouver un endroit, de trouver un pays géographiquement au Moyen-Orient où l'État d'Israël devait vivre pour se mettre à l'abri de ce qu'elle avait, des Juifs devaient vivre pour se mettre à l'abri de ce qu'ils avaient subi avec l'État d'Israël. D'où, avec l'État allemand, d'où la menace existentielle de l'Allemagne, la menace existentielle de l'Israël mobilise les États-Unis, mais aussi toutes les puissances occidentales. Alors, pour cette opération de l'US Force effectuée hier, il fallait un certain type des avions spéciaux, les B-2, et un type de bombes spéciales qu'on appelle les bombes anti-bunker. C'est ce qu'on appelle par des bunker burst bombs, qui sont des bombes qui pèsent environ 13 tonnes avec des mesures d'environ 6 mètres de longueur, transportées par les B-2 qui sont des avions spéciaux. Ces bombes, les bombes anti-bunker ont fait leur preuve durant la guerre en Irak. Durant la guerre en Irak, il y a un certain nombre de cibles dans le sous-sol irakienne à travers ces bombes. Donc, hier, il y a eu 6 bombardiers.
6 bombardiers B-2 qui sont partis de l'État de Missouri pour effectuer 37 heures de vol avec des approvisionnements en plein vol pour aller toucher l'Iran. Et dans ces frappes chirurgicales sur les sites de Fordo, qui est l'un des sites les plus stratégiques, situé, c'est un site qui a été construit sous les montagnes à des profondeurs d'environ 80 mètres. Et donc, sur le site de Fordo spécialement, 12 bombes GBU-57 ont été envoyées dessus. Vous pouvez comprendre l'ampleur. 12 bombes, seulement pour le site de Fordo, qui est situé à environ 80 mètres. Et cette bombe, une seule bombe est capable de toucher, est allée en profondeur jusqu'à 60 mètres. Mais ensuite, nous avons aussi les bombes deux bombes GBU-57, toujours qui ont été larguées sur le site de Natanz, sans oublier 30 missiles de croisière qui ont été tirés depuis la marine américaine située au Moyen-Orient sur le site effectivement de Natanz, mais aussi de d'Ispahan. Alors, on peut bien se poser la question sur savoir est-ce que les objectifs ont été atteints, mais pour l'instant, on ne peut pas le savoir parce que personne n'est arrivé sur le terrain pour constater les dégâts créés par ces bombes. Mais néanmoins, Donald Trump a dit que c'était une opération à succès. Probablement, ils ont un certain nombre d'images, ils ont un certain nombre d'informations qui sont encore pour l'instant confidentielles, mais c'est sûr que plus tard, ils les publieront, puisque nous avons constaté que dans la Situation Room, qui était un local, qui était un bureau, qui était un endroit spécial. On se souvient encore de l'opération, on se souvient encore à l'époque de Barack Obama, l'opération Oussama Ben Laden, où Barack Obama s'était retrouvé en conseil de sécurité, donc avec tous les membres, et Donald Trump également, c'était le cas avec J.D. Vance, avec Pete Hegseth. Donc Pete Hegseth, c'est le boss du Pentagone, Marco Rubio, qui était le secrétaire d'État des États-Unis, et J.D. Vance et d'autres responsables militaires américains qui regardaient en live les opérations. Donc, effectivement, il y a eu des réactions. Donc, je lirai par exemple l'une des réactions du chef de la diplomatie iranienne qui a déclaré que les attaques américaines contre les sites stratégiques nucléaires iraniens auront des conséquences éternelles. Il faut souligner que l'Iran avait promis aux États-Unis des représailles. Alors, quel type de représailles l'Iran va-t-elle utiliser? Va-t-elle s'attaquer aux troupes américaines qui sont stationnées dans plusieurs bases militaires là-bas au Moyen-Orient, tout en sachant qu'un seul Américain, un seul soldat américain tué probablement donnerait une carte verte, carte blanche à Donald Trump d'envoyer des troupes en Iran ou d'envoyer des attaques massives avec les F-35, les avions furtifs, pour détruire beaucoup de choses en Iran, voire même pour décapiter le chef de la révolution iranienne. Donc, il y a aussi la possibilité pour l'Iran de continuer tout simplement d'envoyer des missiles sur Israël. Alors là, la question aussi se pose, quelle est la réserve? Jusqu'à combien de stocks possède l'État iranien? L'État iranien a quelle réserve de missiles qui lui permettrait de tenir sur la durée, parce que les frappes vont se poursuivre sur une très longue durée. Et l'Israël n'a pas un problème d'approvisionnement sur le stock des munitions sur les bancs, parce que les États-Unis vont lui en produire autant qu'elle voudra. Il y a aussi effectivement la possibilité pour l'Israël de perturber le détroit d'Ormuz. Donc le détroit d'Ormuz, c'est un passage très important d'une bonne partie du transport maritime des hydrocarbures dont l'Iran peut perturber, et cela peut avoir des conséquences sur les prix du baril, le prix du pétrole, sur beaucoup de choses. Alors, excusez-moi, donc nous comprenons qu'il y a un certain nombre d'éléments que l'Iran peut utiliser pour se venger donc de ces attaques. Il y a aussi la réaction du Premier ministre Netanyahou, le Premier ministre israélien, qui a déclaré, qui a remercié les États-Unis pour cette opération en disant que les États-Unis ont fait ce qu'il fallait, évidemment, pour ce genre de problème. Donc, il y a eu des conséquences dans la politique intérieure des États-Unis. Plusieurs sénateurs, que ce soit démocrates ou républicains, et une sénatrice démocrate a même dit
qu'il fallait demander la destitution de Donald Trump, alors qu'on a vu du côté républicain, il y a un seul sénateur qui s'y est opposé, mais il y a eu tout au long de cette journée un passage sur tous les plateaux de télévision de J.D. Vance, le vice-président américain, de Pete Hegseth, le responsable du Pentagone, mais aussi de Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, sur les plateaux pour rassurer l'opinion américaine, pour rassurer les MAGA que les États-Unis n'étaient pas officiellement rentrés en guerre contre l'Iran, mais c'était des frappes ciblées pour les objectifs précis de réduire, d'affaiblir, de détruire les sites qui permettraient à l'Iran de s'approprier ou de posséder l'arme nucléaire. Voilà un peu ce que nous souhaiterions vous dire aujourd'hui. Pour rappel, il y a des frappes qui ont été effectuées sur les sites stratégiques nucléaires iraniens. Et ce qu'il faut comprendre aussi que l'Iran veut se doter de l'arme nucléaire parce que l'Iran veut devenir une force régionale. Dans cette région du Moyen-Orient, vous avez l'Israël qui était une force régionale, mais vous avez aussi l'Arabie Saoudite qui est l'ennemi juré de l'Iran dans la configuration de l'islam. Parce que d'un côté, vous avez l'Iran qui est un État chiite, un peu partie du royaume des Perses, alors que l'Arabie Saoudite, c'est les sunnites. Et donc, ces deux courants islamiques qui sont partis de Mohammed sont divisés, ont une vision différente de voir l'islam. Et donc, l'Iran, avant la révolution de 1979, était un pays pro-occidental, lorsque le Shah d'Iran, qui était un régime occidental, était en place. Mais après la révolution, donc de 1979, qui a permis de l'Iran de basculer à un État islamique, l'Iran est parti d'un État ami aux pays occidentaux des États-Unis et d'Israël à un État ennemi de l'Arabie Saoudite. Alors que l'Arabie Saoudite a renoué des contacts et des rapports avec l'Israël qui sont devenus des accords très importants. L'Arabie Saoudite a aujourd'hui des rapports, a aussi des relations très importantes avec les États-Unis, mais l'Arabie Saoudite et l'Iran, ils sont totalement opposés. Et l'Israël, avant d'attaquer donc l'Iran aujourd'hui, a quasiment l'aval de l'Iran, a quasiment l'aval plutôt de l'Arabie Saoudite. Israël a commencé à attaquer, à détruire le Hamas et le Hezbollah avant d'attaquer l'Iran pour l'affaiblir, puisqu'actuellement il n'y a que les rebelles houthis qui sont au Yémen qui pourraient peut-être aider Israël. On va voir la réaction de la Russie. C'est pas sûr que la Russie s'y mêle, parce que la Russie a un problème avec l'Ukraine, donc elle ne va pas se mêler à créer encore d'autres problèmes avec les États-Unis. Donald Trump, pour l'instant, qui lui laisse un peu le libre de faire tout ce qu'il fait en Ukraine. Donc je ne vois pas la Russie aujourd'hui se lancer à combattre une opération que les États-Unis soutiennent contre l'Iran, tout en sachant que la venue de Donald Trump lui a permis un peu de respirer sur le plan de la guerre en Ukraine. Donc probablement, je ne vois pas où est-ce qu'il va soutenir l'Iran. Certainement que la Russie voudra jouer un rôle de médiation. Voilà ce que nous souhaiterons vous dire aujourd'hui. Restons connectés. L'actualité politique en toute transparence et impartialité sur cette plateforme. Faire la politique autrement, qui est votre plateforme. Peace.